Jean-Luc Mélenchon est le candidat de la France insoumise à la candidature et à la présidentielle plus précisément. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur BFM TV. Vous rentrez tout juste d'un séjour de plusieurs jours en Guyane. On va parler dans quelques instants à la fois de ce territoire qui a beaucoup souffert, on le sait, de la crise du Covid, mais aussi de ce que vous avez vu sur place. Je sais que vous avez été particulièrement marqué par les ambitions spatiales de notre pays avec une visite à Kourou. Mais avant cela, l'actualité de cette journée, Jean-Luc Mélenchon, avec l'insécurité, je le disais, qui domine avec ces violences urbaines qui se sont déroulées à la fois au quartier de la Duchère en début de semaine, à Lyon, et puis à Alençon, il y a un peu moins de 36 heures. À chaque fois, l'étincelle, c'est une lutte contre le trafic de drogue. On le sait, il y a des chiffres, 93 points de deal ont été démantelés depuis janvier par les forces de l'ordre. Il en reste un peu plus de 3800. Oui. Ma question est la suivante. Les dealers ont-ils gagné ? Je ne sais pas. Je ne suis ni dealer ni policier. Ce que je sais, c'est que tout ça révèle l'organisation désastreuse de la police et de ceux qui s'occupent des trafics. Parce que tout ça est organisé en dépit du bon sens. Nous mettons 7000 personnes dans les bacs. C'est des brigades qui sont censées faire du flagrant délit, hein. Et nous avons 5000 personnes seulement pour tout ce qui est le travail d'enquête et de police judiciaire. Donc moi, je pense qu'il faut renverser la situation. Et commencer par bien comprendre que le problème n'est pas à traiter sur le terrain du deal, il est à traiter dans les filières qui s'organisent. Mais je donne un point de vue, je dirais, qui n'est pas directement lié à l'exercice de la police. Je ne suis pas policier. Mais voilà, tout ça me paraît mal organisé. Et depuis le début, je dis on devrait reprendre les problèmes par un autre bout. Évidemment améliorer la formation des policiers, évidemment améliorer les conditions dans lesquelles on lutte contre les réseaux. Voilà, c'est... Bon, alors tant que ça continuera, si vous voulez, l'effet que ça produit, vous le voyez, c'est d'abord des violences ponctuelles qui font ressembler notre société, et c'est pas vraiment étonnant, à ce qui se passe dans les Amériques. Hein. Ne croyez pas que vous êtes seuls sur Terre, hein, les Français. Ce que vous voyez là, c'est ce qui se passe un peu partout, pour la même raison. Le trafic... bon, et puis après, vous voyez de quoi on va parler encore aujourd'hui, là. Vous voyez, ça fait 2 minutes que ça dure. L'insécurité, ragnagna. Pendant ce temps-là, vous avez 1200 personnes qui meurent des maladies professionnelles, 800 sur leur poste de travail, 93 féminicides, tout ça, pop, ça part dans le décor, et on part. Non. Je ne vous en fais pas le reproche. J'ai compris. Je dis seulement que voilà la situation. On est en train de parler de quelque chose dont tout le monde connaît la cause et tout le monde connaît la solution, et on ne parlera pas d'une insécurité qui est autrement plus violente à mes yeux. Mais on peut se demander si ça s'aggrave, au fond. On a le sentiment que dans mais ça va s'aggraver encore. Non, mais je vous annonce que ça va s'aggraver. Pourquoi ? Parce que les réseaux continuent à travailler le monde, à se développer, parce que le système qui les combat n'est pas au point, et puis parce que les poches qui permettent ce type d'activité augmentent du fait de l'abandon des territoires et ainsi de suite. Tout ça, il n'y a rien là-dedans qui soit une surprise, ni la suite non plus, si vous ne changez pas de politique. Quand on voit que des policiers se font tirer dessus sans rien faire, hein. C'est ce qui s'est passé à la Duchère. Hein. Ils étaient en surveillance, ils se sont fait tirer dessus. Pas plus tard que donc à Alençon, il y a 2 jours, ces tirs de mortier. Alors, je me souviens de vous disant il faudrait une police aussi désarmée que possible pour qu'elle inspire le respect. Mais si on leur enlève les armes... Alors, c'est très intéressant votre réponse. D'abord parce que ce que j'en disais, c'était à propos des manifestations. Oui, bien sûr. Non, bien. Bon. Donc vous pensez qu'il faut armer pour la police pour les manifestations. C'est un point de vue, monsieur Toussaint. Ce n'est pas le mien. Non, je ne donne pas de point de vue. On a le droit d'avoir un point de vue. Vous avez le droit de penser que c'est bien d'armer, comme nous les voyons, les Robocop, pour les manifestations. Et vous savez comment ça se termine. En général, très mal pour les manifestants. Deuxième élément. Prenons le cas. Supposez que je l'ai dit à propos de la police qui intervient dans les quartiers. Ce que je n'ai pas fait. Ça voudrait dire quoi ? Que là, ils auraient dû faire usage de leurs armes ? Vous êtes d'accord ? Pour qu'on transforme les quartiers où ils interviennent dans une espèce de bataille rangée où tout le monde tire sur tout le monde, mais vous y habitez, vous, dans le quartier ? Je pourrais vous montrer des quartiers à Marseille où les gens mettent les meubles devant les fenêtres pour éviter justement les balles qui résultent des règlements de compte. Bon, donc je propose qu'on évite les mouvements de menton, les postures pour dire il faut armer, parce que tout ça c'est de la comédie. C'est du cirque de A jusqu'à Z. Alors, est-ce que la légalisation
du cannabis pourrait être une solution. Alors, vous y êtes favorable? oui, pour une raison. C'est que ce sont des policiers qui m'ont convaincu. Moi, j'étais un peu vieille école. Bon, cette histoire de légalisation me plaisait qu'à moitié. Peut-être parce que moi-même, j'ai jamais fumé de cannabis, que je n'y connais rien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le nombre de gens qui en ont fumé est considérable et que les policiers qui sont venus voir me disent mais on passe notre temps à contrôler des gens pour leur prendre du cannabis dans la poche. Bon. Et c'est une officier de police qui dit ça. Il y a un groupe de policiers qui sont pour la légalisation qui disent plus de 60% de nos interventions, on les passe à ça. Donc franchement, il y a mieux à faire que d'aller fouiller les poches des gamins pour savoir si oui ou non ils ont du cannabis dedans. Et ensuite, quand ils en ont une trop grosse quantité, les envoyer en prison. Tout ça, à mon avis, est absurde. Donc j'ai été convaincu que la solution, c'était ça. Mais attention, la solution de légaliser, c'est aussi pour permettre des campagnes contre l'usage excessif du cannabis. Exactement comme on l'a fait pour l'alcool. Vous avez eu deux solutions. La prohibition, ça s'est fait aux États-Unis, ça permet de développer le crime. Et puis, vous avez, c'est autorisé, mais on explique, on combat, on améliore, et ça vous donne comment la France a réussi progressivement à se débarrasser d'un alcoolisme de masse qui autrefois la ravageait. Si on avait interdit l'alcool, on aurait eu le résultat exactement inverse. Alors, je sais que tout ça, ça nécessite d'y réfléchir, il faut bien regarder de près. Il y a des tas de cas où on vous racontera comment des gens sont démolis la vie à force de fumer du cannabis, donc il faut prendre tout ça au sérieux. Mais la ligne générale, ça doit être d'essayer d'avoir des pratiques qui donnent des résultats et pas juste qui nous satisfont parce qu'on a l'impression qu'on a fait quelque chose alors qu'on n'a rien fait. Pour finir sur ce sujet, donc visite de Marine Le Pen ce matin, là-bas, bon... C'est normal, c'est sa crèmerie. C'est son fonds de commerce. Elle ne va pas aller voir un accidenté du travail et mettre en cause les patrons. Elle ne va pas aller voir une famille après un féminicide. Elle va là où ça lui permet de dire aux gens il faut avoir peur, votez pour moi parce que c'est la faute des immigrés, parce que c'est ce qu'elle raconte. Elle, M. Zemmour et tout le reste. Puis en ce moment, c'est un fonds de commerce qui est assez profitable. Voilà, donc ils en profitent. C'est fait pour eux, donc ils en profitent. Bon. Le pouvoir d'achat, alors c'est reconnu dans toutes les enquêtes, le sujet numéro 1 des Français. Alors on entend, pardon de dire ça, mais quand même, c'est pas la sécurité donc. Non, c'est le numéro 1, c'est le pouvoir d'achat. Mais on reconnaissait aussi qu'on entend beaucoup de choses, j'allais dire, pour être un peu familier, tout et n'importe quoi. Si on essaie d'être sérieux, quelles sont les propositions? Alors on entend des hausses de salaires considérables, des nationalisations. Bon, qu'est-ce qui pourrait concrètement et, j'allais dire, raisonnablement améliorer les choses? Bon, d'abord, commençons par dire qu'il ne faut pas dire que c'est tout et n'importe quoi. Les candidats proposent des solutions, on peut en discuter. Moi, j'en discute avec certains d'entre eux. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils proposent. Et une élection, ça sert à ça, vous tranchez. Bon, la grande question, c'est de savoir, déjà, vous dites l'augmentation des salaires, pardon, c'est une question qui est importante pour des millions de gens. Bien sûr. Bon, la répartition entre le capital et le travail se fait d'une manière tellement désastreuse pour le travail qu'on a le droit de dire que un autre partage serait meilleur. Par exemple, commençons par augmenter le SMIC. En le portant, moi j'ai proposé 1 400 €, c'était le chiffre qui jusque-là était celui des organisations syndicales. Il a bougé depuis, moi j'ai pas encore bougé parce que tout mon calcul économique est fondé sur un certain niveau de salaire. Mais je peux rectifier ça. Pourquoi le SMIC? C'est pas la majorité des salariés qui sont au SMIC, mais parce que quand on le fait, ça fait monter tout le reste. Donc c'est une manière de le faire monter. Mais commençons par dire ça. La répartition entre capital et travail est abusivement à l'avantage du capital, qui même pendant la crise a continué à développer des profits absolument vertigineux. Regardez en ce moment, on est en train de parler de la crise qui résulte de l'augmentation du prix du pétrole et la compagnie Total a multiplié ses bénéfices par 3 ou par 4. Enfin bon, c'est absolument incroyable. Et tout ce que le gouvernement trouve à faire, c'est de proposer de donner une mini-prime de 100 € à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne s'attaque pas? Est-ce qu'on ne dit pas on bloque les prix et c'est Total qui se mange la différence? C'est eux, ils ont fait de tels bénéfices, ils le pourraient. Alors, ça c'est pour vous dire dans l'immédiat. Si vous permettez, je voudrais vous montrer que la question de ce qu'on a appelé le pouvoir d'achat, c'est-à-dire les revenus qu'ont les gens, il faut les rapporter aux dépenses qu'ils doivent faire. Dans certains domaines, les dépenses doivent augmenter. Je le dis aux gens. On va payer plus cher le bon manger, la nourriture bio.
Donc il faut bien augmenter les salaires pour permettre d'avoir l'agriculture qui nous convient. Vous voyez que la question sociale, la question écologique vont ensemble. Ensuite, si vous avez des bons services publics qui marchent bien, si vous êtes logé dans un appartement où ce qui n'est pas une pétaudière où la chaleur s'en va, eh ben, vous dépensez moins. Donc c'est un projet économique global qui permet de dire vous allez vivre mieux ou vous n'allez pas vivre mieux. Moi, je suis attaché à cette idée, c'est pourquoi je parle si souvent de planification. Organiser, arrêter de faire du coup pour coup, la petite mesurette qui fait danser tout le monde, occupe tout le monde pendant 2-3 jours, et puis après vous êtes là avec la gueule de bois parce qu'il n'y a rien qu'à changer avec avant. Vous évoquez, au sujet des salaires, vous évoquez Total, et c'est vrai que l'exemple est criant. La PME qui a 4-5 employés au SMIC, à qui vous dites il faut passer le SMIC à 1400, là ça peut poser des problèmes. Comment on fait? Alors, c'est un tout. Vous avez raison. Si on me dit vous allez payer plus cher et que le carnet de commande reste le même, vous êtes mal. C'est la raison pour laquelle je m'étais autoproclamé candidat du carnet de commande. Pourquoi? Parce que si vous développez l'activité, si par la politique de l'État, par ses interventions économiques, parce que pour l'instant, les agents privés ne savent pas le faire, ils ne savent rien faire, à part, je parle des très très grandes entreprises. Elles ne jouent pas leur rôle. Les entreprises du CAC 40, c'est elles qui devraient dynamiser la commande et tout. Je les ai vus un jour répondre, ah ben nous, on ne peut pas parce qu'on voudrait connaître le marché. Mais le marché, c'est vous. Alors évidemment, si vous ne mettez pas la main à la poche pour acheter des machines, faire des salaires, vous n'aurez pas le marché dynamique dont on a besoin. La petite entreprise, elle a besoin de visibilité. 1. 2, de diminuer sa contribution par l'impôt de toutes les manières qui soient ou par les cotisations sociales. 2. Alors si on veut faire ça, qui va payer? Réponse du gouvernement, les contribuables. Réponse de Jean-Luc Mélenchon, ceux qui ont le plus. Moi, j'étais pour faire une caisse de péréquation pour ce qui concerne les charges sociales. Et je reste sur cette ligne-là. Les petites entreprises, si nous dynamisons la demande, nous dynamiserons les petites entreprises. Leur problème, c'est pas le niveau des salaires, c'est la tâche qu'il y a à faire. Ouais. Vous avez vu les chiffres du chômage? C'est pas mal, hein? Ça baisse beaucoup. Je veux dire, pour la propagande, c'est génial. Bah, attendez. Non, c'est bien trouvé. Hein. Non, mais je reconnais. Quoi, les chiffres sont faux? Non, ils sont pas faux. Oh là là, comme vous y allez, monsieur. Vous me parlez de propagande. Les chiffres sont faux. D'accord, et j'ai raison, oui, ils sont vrais, et je dois immédiatement reconnaître. Non, expliquez-nous. Si vous comptez, regardez, sur ce plateau, on va dire, vous avez une barbe et pas moi, 50% de barbus parmi les Français, ça vous va? C'est un bon chiffre, non? Bon, bien sûr que... Eh ben oui, non mais voilà la réponse. Dans les statistiques que vous avez une contradiction, si vous y regardez de près quand même. On vous dit, le chômage baisse, mais le nombre d'inscrits à Pôle emploi a augmenté de 200 000. Parce qu'il y a plusieurs catégories, parce que, bien sûr, vous avez raison, il y a toujours des nuances dans les chiffres. Pas une nuance. Mais il y a quand même une tendance. Vous y allez un peu fort, vous, la nuance. Parce que entre quelqu'un qui a un emploi avec un CDI à temps plein, d'accord, et quelqu'un qui a du temps partiel, qui tire la langue, qui aimerait bien avoir des heures de plus et qui va à Pôle emploi s'inscrire, s'il vous plaît, dites pas que c'est une nuance, c'est leur vie qui est en cause. Donc, ces chiffres sont des chiffres qui sont présentés suivant la norme dite du Bureau international du travail, qui est la plus dure. Elle ne compte quasiment personne, sauf ceux qui ne font rien. Donc vous dites pas de travail, attention, pas de boulot du tout. Vous dites attention à ces chiffres un peu en trompe-l'œil, si j'ai bien compris. Je dis que la misère est là, qu'il y a 10 millions de pauvres dans notre pays, qu'il y a 8 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire, et que quand on balance des chiffres comme ça, on a l'air de dire aux gens « Ah, vous êtes dans la misère, c'est de votre faute ». Ben non, c'est pas de leur faute. Moi, c'est ça le message que je porte. Je veux leur dire, non, c'est pas de votre faute. On peut vivre autrement. Et moi, je mettrai tout le monde au boulot. Parce qu'il y a du travail à faire dans ce pays. Il y en a de tous les côtés. À condition d'y mettre les sous. Les sous, on les a. Ça serait quoi l'objectif, d'ailleurs, avec vous, du taux de chômage? Ah ben, le plus bas possible. Oui, mais il y a un objectif chiffré ou... Le plus bas possible, c'est la ligne d'horizon, c'est le chômage résiduel. C'est naturellement... Le plein emploi. Hein? Ce qu'on appelle le plein emploi. Ça me paraît assez simple à réaliser. Du moment où on demande qu'est-ce qu'il y a à faire, bon, très bien, tout ça à faire, combien il nous faut de monde, est-ce qu'on les a? On les a pas, on les prépare, et combien ça coûte? L'État s'est appauvri, je parle que de l'État, de 100 milliards depuis M. Chirac, à force d'enlever des impôts pour les plus importants. Comme on ne taxe pas à bon niveau les très grosses entreprises dont on ne parle jamais, qui mettent leurs profits à l'étranger, moi je suis pour faire un impôt universel. Vous savez combien ça rapporte, l'impôt universel des boîtes?
Ils ont fait le calcul, là, Manon Aubry et son équipe, et puis toute la bande là, que j'ai au Parlement, autour d'Éric Coquerel. Combien ça rapporte? 26 milliards. Alors ça va, il y a de la marge. Ne venez plus me parler d'argent qui n'existe pas, il y est. Les grandes entreprises françaises sont largement assez riches pour qu'on puisse faire vivre normalement tout le monde dans ce pays. Alors, Jean-Luc Mélenchon, je vais vous citer un autre chiffre. C'est 7%. C'est l'intention de vote qui vous est créditée dans le sondage ELAB pour BFM TV qui a été publié hier soir. Et pourtant, vous dites que vous êtes sûr de gagner. Je me demandais d'où venait cet optimisme. Alors, d'abord, j'ai jamais dit que j'étais sûr, j'ai dit que c'était possible. Et je le crois. D'abord, précisons une chose, parce que vous voyez, tout à l'heure, je parlais avec quelques autres journalistes, ils disent non, mais on fait là, regardez, vous voyez. Alors, où c'est marqué que le sondage qu'il y a là, le vrai événement, c'est pas 7 pour moi. Le vrai événement, c'est que ce sondage prétend que seulement 53% des Français iraient voter. Et il ne compte que les gens qui sont sûrs d'aller voter pour dire comment ils vont voter. Alors ça, c'est pas un sondage, c'est un rêve de riche. Enfin, le peuple n'irait plus voter. Parce que c'est un sondage qui porte sur 1000 personnes. Si vous mettez 53% sûrs d'aller voter, ça veut dire que avec 530 personnes, vous avez deviné les intentions de 40 millions d'électeurs. J'entends de nous, quoi. J'entends votre critique de la méthode des sondages. J'ai une autre question à vous poser. C'est une autre forme de sondage. Disons que c'est une étude qui est publiée par la Fondation Jean Jaurès, qui dit la chose suivante, que plus de la moitié des électeurs potentiels de Yannick Jadot et d'Anne Hidalgo sont tentés de voter Emmanuel Macron au premier tour pour faire barrage à l'extrême droite. Et ça concerne 41% de vos sympathisants. C'est intéressant parce que l'extrême droite, toujours dans les sondages, et j'entends encore une fois vos éventuelles critiques, n'a jamais été aussi haute dans les intentions de vote. Ça fait peur à beaucoup de Français. Au point peut-être de dire, on va assurer le coup. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Que c'est d'abord, je n'ai pas regardé le détail du sondage, ça doit encore valoir sa part de folklore. C'est un sondage BVA Opinion, en effet, BVA Opinion, pardon, mais réalisé par la Fondation Jean Jaurès. Voilà. Donc non, on n'en parle pas. Bon. Non, mais je vais commenter, il est là pour ça. Si vous voulez, ce qu'il y a d'intéressant avec un sondage, c'est que on téléphone à des gens et après vous avez un fait, on est sur le plateau, on discute, voyons voir, est-ce que la Lune tourne autour de la Terre ou bien est-ce que c'est l'inverse? Bon, c'est intéressant. Alors, les gens regardez l'absurdité de la réponse. Non mais, je viens à la réponse. Donc les gens se disent, comme j'ai peur de l'extrême droite, ils ont raison, parce que ça veut dire la guerre civile en France. Mais ils ne font rien. Les plus motivés apparemment, ceux qui disent, je vais aller voter, j'en suis sûr, ils sont dans les 53% de votre autre sondage. Alors ceux-là, ils vous donnent un score faramineux pour l'extrême droite. Et les autres, j'ai entendu ça sur le plateau de M. Ruquier, c'est lui qui a dit ça le premier. Ah, puisque c'est comme ça, on va aller voter Macron dès le premier tour. Mais c'est stupide. Pourquoi vous iriez voter M. Macron? Il est sûr d'être au deuxième tour, d'après tous vos sondages, qui sont la vraie vérité pure, ambulante, se présentant toute nue devant vous. Donc, non mais laissez-moi terminer, monsieur Toussaint. Arrêtez, passons à autre chose alors. Macron est sûr d'être au deuxième tour, à quoi bon voter pour lui dès le premier tour? Vous savez quoi? Je respecte complètement l'idée que, au fond, vous n'ayez pas envie de commenter un sondage. Je vous dis franchement, je peux le comprendre. Oui, mais j'aurais l'air d'un idiot si je ne le fais pas. On dira, Mélenchon n'est pas content parce que le sondage ne lui est pas favorable. Jean-Luc Mélenchon, un deuxième tour Macron-Le Pen, vous faites quoi? Vous restez chez vous? D'abord, le deuxième tour, ça sera avec moi. Donc je n'imagine... Écoutez-moi, parce que je vois que vous souriez. Regardez bien. Si on met de côté les guignoleries, 53% de gens, il y aura 80% d'électeurs qui vont aller voter. Donc tout ça, c'est du pipi de chat. Donc ce qui compte, c'est qu'ils vont y aller. Et quand ils vont y aller, que les milieux populaires vont se mettre en mouvement, vous allez vous apercevoir que je suis à une poignée de points. Parce que là, vous avez monté le sondage à 7, je pourrais vous en montrer un autre à 10 et un autre à 12. Donc, j'ai vérifié, en octobre 2016, vous étiez entre 12 et 13, et vous avez fini beaucoup plus haut. Donc ça aussi, je vous l'accorde. Oui, et d'autant qu'à l'époque, il y avait les communistes avec moi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque eux-mêmes, ils sont, je ne sais pas s'ils sont dans le tableau, s'ils sont sondés ou pas, mais bon, enfin voilà. Alors, ça veut dire que nous sommes à une poignée de points. L'équation, pour moi, est simple. Et c'est pas mon intérêt personnel, je voudrais qu'on le rappelle, ni mon ego, c'est la troisième fois que je suis candidat. C'est pas le sujet. Le sujet est le suivant. Si les milieux populaires vont voter, je serai au deuxième tour. S'ils n'y vont pas,
je serai battu, comme c'est le cas des sondages qui disent qu'il y a 53% de gens qui sont sûrs d'y aller, et parmi ceux qui sont sûrs d'y aller, ils votent surtout extrême droite ou Macron. Voilà, la vie, c'est une démocratie. Il faut se rappeler qu'une élection, c'est pas une formalité administrative réglée par 4 patrons d'instituts de sondage qui sont en train de faire le travail qu'il faut. Quel est-il? Regardez de quoi on parle depuis un instant. Il n'y a plus de gauche. Vous avez dit à l'instant, vous avez évoqué donc cette hypothèse où vous seriez battu. Bon, c'est possible, en effet. Et donc, s'il y a Macron-Le Pen au deuxième tour, vous faites quoi? Mais je n'ai pas envie de discuter de ça. Et s'il y a Bruce Toussaint, Zemmour au deuxième tour, qu'est-ce que je fais? C'est 2 journalistes. Non, mais j'espère que vous votez pour moi. Vous espérez, vous voyez? Ah, vous êtes en campagne déjà. Non, mais sérieusement. Non, vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce vous savez très bien que votre question mais vous savez bien, Jean-Luc Mélenchon, que beaucoup de gens vous reprochent d'avoir été un peu opaque la dernière fois. Ce qui est une calomnie inventée et répétée sur tous les tableaux, et encore à cet instant. Non, mais attendez. Mais monsieur Toussaint, il ne faut pas tirer les moustaches du tigre et s'étonner après de prendre un coup de patte. Allez-y pour le coup de patte. Opaque, comme vous dites. Quand il y a eu Macron, Le Pen, j'ai attendu d'être sûr du résultat, et j'ai dit, nous allons faire un vote en ligne des Insoumis, c'était la première fois que ça existait, pour savoir ce qu'il faut faire. Et moi, Mélenchon, je ne vous donne pas de consigne, je vous dis, il ne faut pas voter Le Pen. Alors attendez, monsieur Toussaint, parce que vous, ok, on est sur un plateau de télé, donc ça, bon. Mais les gens normaux, ils se disent, voyons voir. Alors, il y a 2 candidats et Mélenchon nous dit de ne pas voter pour l'un. Donc, attendez, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est opaque. Franchement, c'est pas sérieux. Pourquoi voulez-vous me mettre en costume de cette nature? Alors, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de gens à l'extrême droite? La mise au point est faite. La Guyane. Vous avez obtenu plusieurs parrainages de maires, il faut le signaler. Mais j'ai vu aussi vos coups de gueule sur les réseaux, parce que vous n'avez pas pu rencontrer des lycéens, puis aussi des militaires. Il y a eu les contrôles à l'aéroport qui vous ont un peu... Bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vous met un peu des bâtons dans les roues dans cette campagne? C'est la vie. Ça se règle quand on sait le recteur, tout d'un coup, qui avait permis toutes sortes de rencontres auparavant, interdit celle de ces lycéens que moi, j'ai pas sollicité. Ce sont les profs qui ont dit, ils font une filière Sciences Po, vous voyez, pour préparer des jeunes gens à aller en Sciences Po. Et ils aiment rencontrer les personnalités politiques. Donc, ils ont rencontré comme ça pas mal de monde. Et on en vient à moi. Je suis là de passage, je suis un candidat à la présidentielle. Pour les jeunes gens, c'est intéressant. Et alors, le recteur dit oui. Et puis, tout d'un coup, dit non, 2 heures avant. Donc il y a eu une mobilisation, je le remercie parce que ça a permis à tout le monde de se rendre compte que j'étais là. Les parents ont signé des papiers pour dire oui, nous autorisons nos enfants à aller en bus, etc. Voilà. Bon, ça a été pareil pour les militaires. J'ai réagi pareil en faisant un petit tweet. Les militaires ont réglé le problème d'une manière magnifique et ainsi de suite. Donc c'est vrai, il y a eu des bâtons dans les roues, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nous avons eu cette rencontre. Pour ma part, je n'avais aucun parrainage de la Guyane la dernière fois. J'en ai récolté une quinzaine. L'appui du président de la région, Gabriel Serville, qui est pour moi très important, puisque sa liste comportait des insoumis. Vous savez, il y a 2 endroits où on a pris la région aux macronistes, et la presse continue à ânonner. Tous les sortants étaient reconduits. Non, il y a 2 régions. Et dans les 2 régions, c'est une coalition de la France insoumise avec un parti local qui a gagné. Je tiens à le rappeler. Mais même tout ça encore, c'est de la politique. C'est un territoire qui a été très touché, on le sait, par la crise sanitaire. Vous n'avez pas hésité, je veux dire, pas eu peur même de dire oui, bon, je suis vacciné et c'est bien de l'être. On sait que c'est un territoire où c'est compliqué. Il faut comprendre la culture aussi. Cette société-là, c'est pas aussi simpliste qu'on peut le raconter éventuellement ici en métropole, mais vous avez fait ce choix de dire les choses, au fond, même si ça ne fait pas plaisir forcément à tout le monde là-bas. Disons d'abord une chose, pour que les Français au moins en tirent un profit de m'avoir écouté à cet instant. Rendez-vous compte, la Guyane, c'est grand comme le Portugal. Bien sûr. C'est un pays immense. C'est la France en Amérique latine. Les gens qui sont là, ils étaient 30 000 en 1940. Ils sont 400 000 aujourd'hui. Ils seront 1 million dans 20 ans. C'est une nation émergente dans la France, avec la France. Donc c'est magique. Les gens ont été beaucoup brimés, beaucoup trompés. Et ça les a rendus méfiants. Et comme le préfet qu'on a là-bas pense qu'à la chicotte, il va régler le problème, ça donne une tension et une crispation qui est absolument incroyable. Donc moi je dis, là, puisque je suis sur le territoire de l'Hexagone, j'adjure qu'on baisse la tension. Mollo. Conviction d'abord, répression après. Et si vous voulez, quand vous dites aux gens, écoutez-moi bien, monsieur Toussaint, vous dites aux gens, il faut convaincre
C'est l'Organisation mondiale de la santé, pas contraindre. Et que vous n'avez pas convaincu. Il ne faut pas s'en prendre aux pas convaincus, il faut s'en prendre aux pas convaincants. D'autant que les gens savent que si je suis vacciné, je l'ai dit aux gens. J'ai dit, écoutez, moi, je fais comme ça, je ne vous donne pas de conseils, mais voilà pourquoi je l'ai fait, pour diminuer le risque pour moi. Mais ils savent très bien qu'on peut quand même porter le virus, on peut quand même contaminer les autres. Donc, si vous voulez, il faut avoir, si vous y allez pas par la raison, la discussion, l'amabilité, la bienveillance, vous braquez tout le monde, et c'est ce qui s'est produit. Alors, parlez-moi de Kourou. Mais attendez, il faut aussi qu'on leur dise que le nombre de lits est insuffisant et ainsi de suite, parce que les malheureux là-bas, ils s'agitent dans le dénuement. Hein. La moitié de la population est sous le seuil de pauvreté. Il faut quand même vous rendre compte de ce dont on parle. La vitrine de la France dans l'Amérique du Sud, c'est la moitié des gens sont pauvres. Ouais. Du coup, en fait, j'en profite pour vous poser une question sur ce qu'on a appris cette semaine. 20% de lits fermés en France. Un lit sur 5 dans les hôpitaux publics. C'est une urgence absolue, là. Oui, il y a un problème qui ne fonctionne pas, là, non ? Non, mais c'est toujours pareil en politique. Vous pouvez décider. J'ai décidé, scrogneux, les gens vont le faire. Ils ne le font pas, on est dans une démocratie. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Aller chercher les gens chez eux, les traîner par le dos, les vacciner de force ? Non. C'est pas seulement la vaccination, c'est aussi le nombre de gens qui ont quitté ce métier, qui disent stop ! Parce qu'on est mal payé, parce qu'il y en a marre, on bosse trop. Monsieur Toussaint, c'est bien que vous le disiez vous-même, parce que sinon on va croire que c'est un point de vue partisan. Les soignants les moins bien payés d'Europe, brutalisés, virés de leur poste, ils ne se vaccinent pas. Ils ont peut-être quelques raisons de penser qu'il ne faut pas le faire. Vous et moi, on peut avoir une autre idée, mais respectons le point de vue des autres. Si on part de l'idée qu'il faut mener tout le monde à la trique, on n'arrive à rien. Voilà le résultat. Donc, M. Véran a dit qu'il ferait une enquête. Écoutez, déjà commençons par arrêter de fermer des lits. Parce que les gens s'en vont aussi parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils crèvent sous le boulot qu'il y a à faire. Et ils ont l'impression que quoi qu'ils fassent, ça ne s'améliore jamais. On vient de faire un Ségur. Moratoire sur les fermetures de lits. Monsieur Véran, demain, dit, écoutez, stop, j'arrête, je ne fermerai plus un lit. Deuxièmement, titulariser tous les contractuels que vous avez mis là-dedans, à qui vous renouvelez tous les ans, oui ou non, leur contrat, qui vivent dans l'insécurité. Troisièmement, augmenter les payes. Vous avez 180 000 personnes qui ont quitté l'hôpital public. Vous pouvez les ramener si vous les payez mieux. Pourquoi ils sont partis ? Demandez-vous ça. Au lieu de dire, oui, c'est un scandale, c'est pas normal, les gens vont mourir. Non, pourquoi on en est là ? À chaque fois, essayez de trouver une solution concrète. La solution concrète, ça devient une solution radicale. Alors on dit, ça, c'est du mélenchonisme. Mieux payer les gens, arrêtez de fermer les lits, mais faites autrement. Si vous voulez, vous n'aurez plus de lits ni de soignants. Voilà ce que vous aurez. Et c'est la vérité, c'est mon diagnostic qui est en train de se vérifier. Jean-Luc Mélenchon, on est au terme de cet entretien, mais je voudrais quand même que vous nous parliez de l'espace, parce que je sais que vous avez été marqué par cette visite à Kourou pour un lancement d'Ariane 5. L'espace doit être une priorité pour la France ? C'est le futur. Alors je sais qu'il y a des gens que ça fait râler, qui disent qu'il faut s'occuper de la Terre. Oui, mais pour s'occuper de la Terre, on a besoin de l'espace. Vous avez tous les jours des milliers de choses autour de vous qui dépendent des communications satellitaires. Et par conséquent, c'est le futur. La France a le 3e port spatial du monde. C'est pas rien. Tous les ingénieurs, tous les techniciens, d'un bout à l'autre de la chaîne, on sait tout faire. Tout seul. D'accord ? Y compris un vol habité. J'ai posé la question, j'ai dit, il vous faudrait combien de temps pour y arriver ? Tout le monde s'est marré parce qu'on leur demande jamais. Ils m'ont dit 3 ans si on a le bon lanceur. Je dis, vous arrêtez de dire si, c'est combien net ? Et ils m'ont dit 3 ans. Bon, donc on sait tout faire. Pour le futur de la France, c'est immense, toutes les techniques que ça met en mouvement. Regardez, là au mois de décembre, on va faire une chose extraordinaire. On va envoyer dans l'espace, l'humanité va envoyer dans l'espace le plus grand télescope qu'elle ait jamais fabriqué pour voir le plus loin qu'on ait jamais vu de toute l'histoire des êtres humains. Ce télescope va être lancé depuis la base de Kourou. Ce sont les Français qui vont faire le boulot. C'est un truc qui est américain et français. Les Américains tirent une tête de 20 km de long, que ce soit nous qui le lancions. Alors j'espère, je dis au passage, que le préfet entre-temps se sera calmé, et tout le monde, et qu'on va être bien au calme, parce qu'il va arriver 1000 gringos qui vont venir regarder de près notre tir, puis des gens de toute l'Europe et du monde entier. C'est attendu. Voyez-vous, l'espace, je vais vous le dire en 2 mots. 1, il faut le démilitariser. Tout le monde est en train de créer des états-majors de l'espace, dont nous, Français, sans en avoir discuté une seconde. 2, il faut qu'on le mette à la portée de l'humanité entière. Nous autres Français, nous avons un outil, c'est une langue commune avec 300 millions de personnes. Créons une université des métiers de l'espace, de la francophonie. Et donc nous aurons les intelligences du monde. Je le dis surtout pour les Africains, ce sera mon dernier message sur le sujet.
Vous vous êtes fait voler le 18e et le 19e siècle avec l'esclavage. Vous vous êtes fait voler le 20e avec la colonisation. Vous êtes en train de vous faire voler le 21e parce que les mêmes dominants sont en train d'arriver dans l'espace et premier arrivé, premier servi. C'est les Américains qui l'ont décidé. J'espère que mon plaidoyer me fait entendre. Il faut que la France demeure une grande puissance spatiale et si je suis élu, comptez sur moi pour le faire. Merci beaucoup.